retrouvons donc Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée en plateau pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct, membre de la cellule info de Bourse Direct. Romain, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Bon, une ambiance qui reste compliquée. On a vécu vraiment les montagnes russes la semaine dernière sur les marchés avec des vendeurs qui conservent la main malgré le rebond assez spectaculaire d'une journée qu'on a pu voir vendredi à Wall Street, Romain. Oui, complètement. Des rebonds comme ça, ce sont des caractéristiques d'une tendance baissière, malheureusement. C'est pas une bonne nouvelle, des rebonds dans une tendance... pour invalider une tendance baissière, il faut... C'est pas une bonne nouvelle. Disons qu'il ne faut pas se laisser aveugler par ce genre de rebond. Voilà, c'est ça. On est content que ça s'arrête, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas le mettre au chapitre de c'est terminé. Un marché s'arrête de baisser quand il a la pression baissière a diminué. Ça n'est pas le cas du tout. Dans la hausse de 2,52% sur le CAC 40 de vendredi dernier, par solde, le nombre de contrats futurs n'a pas bougé du tout. C'est-à-dire qu'au moins, acheteurs et vendeurs se sont neutralisés et que donc, il n'y a pas eu de diminution de la pression baissière. C'est un signal qu'on aime bien observer quand le marché rebondit, alors que les vendeurs avaient la main. Si la pression baissière diminue, ça se voit par la destruction, la diminution du nombre de contrats futurs. Alors là, c'est absolument pas le cas. Il y a eu 200 contrats futurs détruits sur une position globale de 330 000 contrats. Donc, il y a une stabilité qui est quasi parfaite. 357 000 contrats, toutes échéances confondues. Donc, il y a une stabilité quasi parfaite. Donc, ça veut dire que cette séance de rebond n'était que technique dans une séquence de baisse. Et que même revenu à 6350 pour le CAC, les vendeurs sont encore confortables avec ce niveau-là aujourd'hui. Alors, la dernière salve de vente, elle s'est faite contre ce niveau-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que on aurait pu voir ces vendeurs capituler ou prendre du bénéfice, tout simplement, sans capituler, prendre un peu de bénéfice et se dire, ils ont vendu avec 4 grosses salves. 6680 points contre 6548, 6490 et puis 6350 autour dans cette dernière séquence de baisse le vendredi 6 mai. Là, il y a eu de la pression baissière. Et là, en revenant sur ce niveau, on se dit qu'il pourrait être sous pression, qu'il pourrait alléger des positions, et ce n'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont confortables, qu'ils gardent la main, qu'ils ne veulent pas encaisser, prendre du bénéfice. Il y a aussi le phénomène technique, vous le rappeliez, l'échéance des marchés dérivés a lieu vendredi, donc ça peut amplifier certains mouvements, ça peut aussi accentuer le fait qu'on ne se rachète pas, mais généralement, le rebond suit la tendance. Et pour retourner un marché, il faudrait aussi des structures de retournement haussière. On en est loin, il n'y a pas ces mouvements-là. On note même que dans le rebond, le niveau de couverture qui était extrêmement pessimiste devient un petit peu moins important. On était à 2 options de vente pour une option d'achat sur les niveaux actuels, contre des moments où on en a vu jusqu'à 3 et même à l'excès de pessimisme, jusqu'à 5 options de vente pour une option d'achat. C'est-à-dire que les portefeuilles étaient hyper couverts. Alors, il y a aussi là-dedans ce qu'on appelle des ventes de put, des opérateurs qui jouent le rebond. Mais globalement, ça traduit bien le pessimisme. Et là, ça n'était pas. Là, ça s'est calmé un peu. Donc, on reste vulnérable. On n'a pas invalidé la tendance baissière, même s'il y a quelques signes qui pourraient laisser à penser qu'on pourrait stabiliser pendant les jours à venir, notamment l'échéance des marchés dérivés, qui fait qu'il y a des enjeux techniques qu'on a du mal à déterminer parce que les plages de fluctuation sont importantes. On va essayer de donner des niveaux, mais difficile de déterminer où se trouvent vraiment les intérêts pour cette échéance. Et ce qui alimente aussi ce rebond, on va pouvoir le voir en détail, c'est vraiment ce gros excès de pessimisme, tant du côté des marchés dérivés que dans le discours des opérateurs. Il y a toujours du cash, et puis on arrive sur certaines valeurs, sur des niveaux de support qui sont majeurs, de très long terme, avec des niveaux de retracement qui ne peuvent pas laisser insensibles certains gestionnaires ou opérateurs de long terme, qui voient là des points d'entrée qui seront probablement intéressants pour quelques mois ou années à venir. Maintenant, on n'a pas de quoi se précipiter dans le marché pour l'instant. Oui, c'est ça. En fonction des horizons de temps, il y a quand même différentes forces qui se confrontent en ce moment dans les marchés. Qu'est-ce qu'on peut dire précisément du marché américain et du Nasdaq? Alors après une semaine très chaotique qui s'est terminée sur une note positive, le rebond du Nasdaq vendredi a été spectaculaire, mais pour autant n'enlève rien à la semaine qui aura été une semaine négative, à nouveau la 6e consécutive pour le Nasdaq. Complètement. Alors on a une structure vraiment intéressante, une bougie qu'on appelle un marteau, qui est en bas de marché, traduit bien ce qu'on voit très bien à l'écran, cette bougie qui est entourée en bleu, et qui indique qu'effectivement en fin de semaine, les acheteurs ont repris la main. Les vendeurs l'avaient et les acheteurs ont repris la main. Tout ça sous un petit gap aussi qui a été comblé rapidement. Et en n'allant pas chercher ce que le marché ne fait pas est aussi un signal.
pas chercher le support suivant. Le niveau de 12 190, il a été cherché et testé la semaine dernière, en début de semaine, parfaitement. On ne le voit pas sur ce graphique en hebdomadaire, mais je peux vous dire qu'en journalier, on voit que ça a été travaillé. On a été chercher ce support, on a rebondi un petit peu dessus, puis on a rebaissé, on a travaillé autour, on l'a enfoncé, etc. Donc ce niveau de 12 190, il a été bien observé par les opérateurs. En revanche, 11 560, on n'y est pas allé. C'est d'où la petite sphère verte en dessous. Ça, c'est un signe qu'on ne va pas au niveau suivant, alors que le marché restait technique. Donc, reprise en main par les acheteurs, effectivement. Maintenant, ce que ça nous indique aussi, et je comparais la ligne de tendance haussière que vous avez en noir à gauche, pour laquelle il a fallu plus de 11 semaines avant d'arrêter le mouvement haussier et d'aller la rompre. Vous avez la ligne de tendance baissière qui est en bleu, et celle-ci, elle a été testée, elle est toujours en test, on pourrait dire, parce que les flèches bleues qui témoignent des zones de contact la valident, mais elles sont très proches. Donc en général, on a mieux qu'il y ait 3 points pour valider. Elle est néanmoins respectable, et on voit qu'elle est très lointaine. Oui, elle est loin, oui. Pour aller chercher ce niveau-là, il va falloir du temps, des figures de retournement, des semaines. Donc, qu'on rebondisse, et ma flèche en tiret qui pointe vers cette zone-là ne dit pas que je pense que le rebond va mener à cette oblique tout de suite, mais que c'est l'objectif, et qu'on peut mettre des semaines et des semaines. Ça renvoie à peu près à mi-août avant d'aller au moins se rapprocher de cette ligne de tendance dans une configuration de marché normale. Or, on ne voit pas des rebonds de type creux en V, en tout cas dans une première partie, comme on avait eu à la période Covid. Le scénario est bien plus plombé que ça en ce moment, et donc c'est pas ce qu'il faut en attendre du tout. Bon, ce qui explique aussi la lourdeur du Nasdaq. Alors, on l'a beaucoup raconté, toute la partie la plus spéculative a déjà commencé à se dégonfler depuis des mois et des trimestres. On peut remonter à l'été 2021 pour timer le début de la purge des valeurs les plus spéculatives sur le Nasdaq. Le problème, c'est que maintenant, on commence à attaquer les grosses valeurs patrimoniales. On a vu Apple qui flirte avec la baisse de 20%, qui marque techniquement un marché baissier. Et puis Amazon est déjà bien attaqué également, Romain. Très aussi. Alors encore une fois, ça reste très propre et très technique, même si les pourcentages sont impressionnants. Elle a baissé par rapport à ses points hauts de 2021 de 45% pour aller chercher un support précis 2032,84. On voit combien de fois combien le support est important. Il avait été testé en 2020, en 2019. On avait essayé de le déborder fin 2019, début 2020. La crise Covid avait eu raison de lui. Et puis, on est repassé dessus au moment de ce pic d'activité lié au confinement. Donc, on revient dessus précisément, et le marché l'a bien vu, les opérateurs aussi, et ce rebond puissant qui se met en place, puisque Amazon a rebondi de plus de 10% depuis ce niveau-là. Mais elle a rompu une ligne de tendance haussière qui est parfaite, très très propre aussi graphiquement, qui est active depuis février 2016 et qu'on a rompu la semaine dernière, et sous laquelle on s'arrête. Donc les enjeux vont être importants, et elle est dans toujours cette ellipse bleue. Les enjeux vont être importants. Est-ce qu'on arrive à se réinstaller au-dessus? On n'a pas de figure de retournement à ce stade, même s'il y a ce marteau, donc ce même signal de au moins coup d'arrêt dans la tendance baissière, mais un marteau même hebdomadaire, et aussi impressionnant soit-il, parce qu'il est énorme pour des structures graphiques. 10% sur des structures comme ça, c'est gigantesque. Mais même un marteau de cette taille-là, je ne suis pas sûr qu'il ait la force de mettre fin à cette séquence baissière. Ouais. Même si, effectivement, pour du long terme, on peut se poser des questions. Il y a des points d'entrée à 2032 sur Amazon qui valaient plus de 45% de plus. C'était un questionnement pour les investisseurs. Traduction de ces phénomènes en Europe, si on prend l'Eurostock 50. Alors là aussi, j'imagine, donc la droite bleue qui montre cette tendance baissière qu'on va à chaque fois tester. Est-ce que c'est encore un objectif potentiel pour la semaine, Romain? Alors pour la semaine, j'aimerais bien. Je ne suis pas certain qu'on ait les drivers et l'énergie pour aller chercher ce niveau-là. Mais ça reste effectivement un objectif de retournement, d'invalidation de la tendance baissière. Si on franchissait cette oblique, on pourrait... Alors elle est située au-delà de 3900. C'est un gros objectif pour la semaine. Mais si on franchissait cette oblique, dans un premier temps, on pourrait considérer que la tendance baissière est invalidée. On voit qu'on surperforme un peu en Europe, qu'on baisse beaucoup moins que les marchés américains. La bougie, elle, est positive cette fois-ci sur l'Eurostoxx. On évolue dans un grand trading range 3618, 3778, et on a à l'intérieur une zone de congestion, et elle a été encore très travaillée ce matin, 3675, 3706. Ce sont des charnières, c'est à l'intérieur de cette charnière que, selon qu'on va évoluer au-dessus ou en dessous, on va pouvoir considérer qu'on reprend un petit biais aussi à court terme. Mais je pense qu'il ne faut pas en attendre plus pour l'instant, c'est-à-dire travailler des arbitrages avec, pour l'instant, une zone de neutralisation un peu meilleure que celle que ce qu'on peut constater sur les indices technologiques américains, mais un marché qui surperforme un tout petit peu, qui n'a pas encore construit de figure de retournement.
encore une fois, il va falloir des drivers forts. Et là, on voit qu'il y a une bagarre énorme qui se met en place entre acheteurs et vendeurs sur des niveaux techniques importants et que pour l'instant, les vendeurs gardent la main. Ah ouais, avec des niveaux de valorisation des actions européennes qui sont quand même bien inférieurs à celles des actions américaines. La baisse de l'euro qui apporte un peu de soutien également, on peut imaginer. Donc on verra l'évolution de la configuration des marchés européens qui reste très prudent en ce début de semaine. Sur le CAC 40, là, quels sont les points clés, les niveaux pivots peut-être d'ailleurs, autour desquels on peut imaginer le marché évoluer dans les prochaines heures et les prochains jours, Romain? Alors, on reste toujours très technique à Paris. Et c'est ça aussi qui est, quand ce marché est très propre pour l'instant. Pas de panique. Pas de panique c'est encore. Alors, on flirte toujours avec le sentiment de chaos un peu prononcé, mais on bascule jamais complètement dans une panique totale. Quelque chose de sale, oui. peur. C'est toujours canalisé, propre, et on le voit ici à Paris très bien sur le futur. On a testé 5 ou 6 fois la semaine dernière le niveau de 6083 qu'on avait fixé comme alerte pour la semaine dernière, et on a créé un petit trading range 6083, 6260. On s'est réinstallé au-dessus. Donc la cible légitime, c'est d'aller chercher 6444 points. Avec, on le sait, un niveau de résistance 6307,5, 6326,5. Pardon, les points se chevauchent un peu, mais la zone est vraiment importante. Et on la teste ce matin, justement. On est en train de tourner autour. On hésite. On est passé au-dessus temporairement et on a du mal. C'est un niveau de bagarre entre acheteurs et vendeurs. C'est là de voir si les vendeurs vont se décider à prendre un peu de bénéfices ou pas. Et puis, si les contraintes techniques liées à l'échéance des marchés dérivés vont faire basculer le marché d'un côté ou de l'autre. Derrière, on a 6407 en intermédiaire. Et donc, c'est sous 6490, le troisième niveau d'attaque baissière que pourrait se jouer la cible. Donc, les vendeurs et les premiers à 6680 ont largement de l'avance pour l'instant. Et ils sont loin de capituler. Si on repasse sous 6260, on va commencer à se poser des questions jusqu'à 6220. Et puis, c'est en dessous de 6220 qu'on réactiverait la dynamique baissière. Ce ne serait pas un bon signal. Et 6083 a été pas mal testé. Donc, ce support est maintenant probablement un peu fragilisé, et le fait d'y retourner nous renverrait assez rapidement, à mon avis, dans une zone située aux alentours de 5900, 6871, 5009, si c'est juste technique encore et si ça ne panique pas. Où est-ce qu'on trouve des zones de surperformance relative dans ces marchés? L'exemple des télécoms est assez frappant. Il est temps de s'arrêter sur la performance du secteur des télécoms. Alors après des années de de-rating, de dévalorisation, de défiance de la part des investisseurs, sur 4-5 mois, c'est quand même un des grands secteurs gagnants de l'aversion au risque en Europe. Refuge. Alors, refuge. Les performances ne sont pas extraordinaires non plus. On le voit, ces bougies d'indécision, cette résistance, là, c'est un panier de valeurs télécom européennes sous forme de tracker Lixor. On voit que le niveau de 37-34 est vraiment en résistance, qu'on a du mal à l'aborder, mais on est clairement sorti cette fois-ci du canal baissier de long terme qui était actif depuis 2015, et on s'installe au-dessus pour la deuxième semaine avec des réactions assez importantes, avec du volume et puis des valeurs à l'intérieur qui, elles, surperforment clairement et qui progressent. Ouais. Donc, Orange, c'est plus 20% depuis le début de l'année. Hein. Par exemple. Voilà. Donc il y a de belles histoires aussi, et c'était un peu ce qu'on voulait montrer dans ce climat un peu désagréable. Il y a des choses qui se mettent en place et qui se mettent en place probablement pour longtemps. Encore une fois, la force relative nous permet de détecter que le secteur surperforme. Ça fait partie des peu de secteurs qui surperforment en ce moment. On a toujours bien les énergies traditionnelles. Il y a l'automobile qui est en train de basculer de ce côté-là, doucement, qui est un peu plus faible ce matin, mais qui est en train de basculer du côté secteur fort. C'est-à-dire quoi parce que ça baisse l'automobile, mais ça baisse un peu moins que le marché dans cette dernière phase. Ça baisse moins que le marché, et il y a quelques réactions sur pas mal de valeurs, des équipementiers, quelques titres, Stellantis notamment, qui réagissent mieux dans les séquences de baisse et qui font qu'il pourrait y avoir peut-être une accumulation qui est en train de se mettre en place de la part de grosses mains sur ce secteur-là, dans un contexte où effectivement c'est très en retard, très sous-valorisé, et dans un contexte value, peut-être qui pourrait être le pari des semaines ou des mois à venir. Donc il se passe quelque chose de ce côté-là. Ça va être à confirmer, c'est pas certain, mais c'est en train de se mettre en place. Plus que pour le secteur bancaire où ça frémit, et c'est moins visible encore. Deux secteurs, automobile et banque, alors qui prennent en pleine face, enfin tous les problèmes du moment, plus des problèmes très spécifiques liés à la réglementation automobile, etc. Bref, ce sont des secteurs qui intègrent déjà sans doute largement en termes de valorisation l'idée d'une récession, pour dire les choses. Le secteur automobile se traite à des niveaux qui peuvent être cohérents avec l'idée d'une récession prochaine. Bien sûr, manifestement. Et donc c'est pour ça que de façon globale, pour l'instant, on surveille le secteur, et après il y aura probablement de belles histoires à l'intérieur avec les équipementiers qui vont être des partenaires nécessaires dans la transition énergétique qui va se mettre en place. Et donc il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là, sinon peu de secteurs qui sont surperformants, quelques secteurs en ligne, énergie nouvelle, oil and gas, télécom on en parlait, et puis chimie. Bon, et dans le oil and gas aussi, un mot de Valorec, là c'est une valeur que vous avez détectée
qui est peut-être en train de sortir d'une configuration technique particulière. Ouais, j'étais obligé de vraiment zoomer sur cette valeur parce qu'elle est absolument massacrée par rapport à ses points hauts. C'est vraiment la recovery des dernières semaines. Elle forme un triangle symétrique qui est bien propre, bien net, bien observé par le marché. Elle est en train de s'attaquer à la borne haute, éventuellement du triangle. Or, elle publie cette semaine. Ça fait Mercredi, ouais. Des valeurs fortes. Donc, on la surveille. Le potentiel haussier est vraiment important. Et ça pourrait être une des grandes gagnantes du contexte. Voilà, les tubes sans soudure. Et ce contexte de regain d'intérêt fort pour le pétrole, le gaz. Et elle a une technologie qui est intéressante. C'est vraiment un titre à surveiller. Si elle déborde donc ce triangle symétrique, elle a du potentiel très haussier. La cible globale du triangle symétrique, c'est peut-être pas pour tout de suite, ça représente plus de 80% de hausse, mais c'est la taille de la figure précédente. Donc, il se passe vraiment quelque chose aussi sur cette valeur-là et sur ce secteur-là. C'est peut-être le moment de redécouvrir des titres. Vallourec. On surveille Vallourec. Merci beaucoup, Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et on se retrouve vendredi, évidemment, juste après l'échéance mensuelle sur les marchés, l'échéance du mois de mai. Vous serez avec Jean-Luc Hussac et Philippe Béchade en plateau ce vendredi à 17h dans Smart Bourse.